Le fait que cela se soit produit un mardi lors du premier contact m'a surpris. Pourtant, je me tenais dans mon appartement, avec seulement la moitié de mon café versé, portant des chaussettes dépareillées, quand ce qui semblait être une livraison de pizza est arrivé. En fait, c'était un trio de délégués extraterrestres. Cependant, c'était une dame qui était livrée au lieu de la pizza. Clairement pas d'ici, grand, silencieux, à la peau argentée. Vous êtes celui que nous avons sélectionné, Mason Everett. Ils semblent tous partager ce ton sec et sans émotion, déclara la déléguée en chef. Son mari humain, c'est vous. Juste pour l'instant, nous en avons besoin pour nos études. Enquêter, n'est-ce pas? Ils l'ont appelé par ce nom. Il ne semblait pas que je pouvais dire non, alors j'ai signé les papiers. La diplomatie interplanétaire semble néanmoins attrayante. Je n'étais pas un politicien, j'étais un technicien. Cependant, j'étais devenu d'une manière ou d'une autre une partie du premier véritable échange culturel entre la Terre et la fiancée d'une autre planète. Nous l'appelions Ira. Il n'y avait pas de nom de famille, aucune expression faciale, seulement des yeux glacés de la couleur de la lumière des étoiles, et leurs mouvements étaient si naturels qu'ils passaient presque inaperçus. Même si elle détestait l'idée d'être ici, elle est entrée dans ma maison comme si elle l'avait étudiée en schéma. J'ai cligné des yeux alors qu'elle se tenait là, le visage impassible, et ajouta, « Je n'aurai pas besoin d'une chambre séparée. Nous partagerons ton espace de repos. » Elle ne m'a même pas serré la main ni croisé le regard. « Mon lit, dis-je. » En effet, répondit-elle, sa voix aussi tranchante qu'une dague. « Mais ne me touche pas. C'est une partie de l'accord. » Sous des règlements stricts de non-contact, une charmante extraterrestre dort à côté de moi. Soit j'étais complètement folle, soit c'était la blague la plus bizarre de tous les temps. Ce n'était ni l'un ni l'autre, comme il s'est avéré. Zerea provenait de la planète Aora, un endroit où montrer des émotions était considéré comme un signe de faiblesse et où les techniques de reproduction artificielle étaient la norme. Leur supérieur affirmait que les émotions étaient sans importance. Son manque de statut social a été le facteur décisif dans sa sélection pour l'expérience. Les gens pensaient qu'elle était inaccessible et indifférente. Apte pour un mariage de farce diplomatique. Une mariée pour le plaisir. Je n'en étais pas conscient au début. Je n'en avais aucune idée. Au contraire, elle est restée rigidement attachée à sa fonction. Je me suis levée à l'aube, j'ai pris une douche de 12 minutes, j'ai mangé des cubes de protéines et j'ai observé mes actions comme un chat observe un oiseau en cage. Pendant que j'étais occupée, elle me surveillait. Pendant que je bricolais avec le bloc moteur dans le garage, tous les yeux étaient rivés sur moi. Même si je préparais le dîner, je bâillais et me frottais la tête comme un humain fatigué. Cependant, elle n'a jamais souri ni ri, au lieu de cela, elle m'observait comme si j'étais un spécimen sous un microscope. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point cette première semaine était maladroite. Au beau milieu de la nuit, je la découvrais immobile comme une statue, les bras croisés sur son ventre, fixant le plafond. « Tu arrives à dormir ?» lui ai-je demandé en passant une fois. Elle a expliqué qu'elle dormait pendant les périodes d'activité cérébrale faible. C'est alarmant. Son silence était assourdissant. J'ai tenté de faire de l'humour au 4e jour et j'ai raconté quelques blagues sur mon père. Elle m'a lancé un regard perplexe. Dans quelle mesure son peuple utilisait-il le sarcasme? Je me suis renseignée. Nous avons de l'offense et de la clarté. Ton sarcasme n'est ni charmant. Cependant, malgré son attitude glaciale, j'ai commencé à la reconnaître, tout comme elle pliait mon linge. Malgré le fait que je n'ai jamais demandé comment elle avait commencé à cuisiner à ma place, silencieusement curieuse, imitant gracieusement chacune de mes actions. Personne n'était aimable ou souriant, mais ils essayaient. Elle redoutait d'être ici. Cela était tout à fait clair. De plus, elle n'avait aucune intention d'échapper à la capture. Elle essayait de comprendre. Je l'ai un jour trouvée debout pieds nus sur le porche, regardant le ciel nocturne. Ses cheveux étaient fouettés par le vent. Elle brillait comme des mèches de mercure. « Rêves-tu des conforts de la maison ?» demandai-je en me plaçant à côté d'elle. Lentement, elle hocha la tête. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Arana ni vent, ni oiseau, ni odeur. » Elle a dit, « Cela ne me manque pas. » En réponse à la question, « Alors,
qu'est-ce qui te manque ?» Elle est restée silencieuse et a continué à regarder le ciel. Elle murmura, sa voix à peine audible, « Je regrette de ne pas être observée. Je regrette de ne pas être jugée. » C'était la première fois qu'elle disait quelque chose de vaguement humain, et à cet instant, j'ai réalisé que ses ravisseurs l'avaient envoyée sur Terre non pas parce qu'elle était incapable, mais pour se moquer d'elle. Il n'y avait pas de marié en elle. Plus nous passions de temps ensemble, plus je remarquais quelque chose d'étrange. Sa lèvre tressaillit quand je faisais un jeu de mots, ses yeux s'attardaient sur les miens quand je la remerciais, et il y avait une douceur subtile dans son ton quand elle disait mon nom, Mason. C'était comme un pion dans leur blague, et j'étais la chute. Mais les blagues peuvent avoir des retournements de situation amusants. Elle avait l'habitude de le prononcer avec un air d'autorité, mais maintenant cela ressemblait plus à une question, comme si elle était curieuse de connaître ma véritable identité. Peut-être que je ressentais la même chose à son égard. Cohabiter avec Sura était comme être en présence d'un fantôme, gracieuse, silencieuse et impossible à lire. Elle se déplaçait de pièce en pièce comme si elle flottait, et je n'ai jamais entendu ses pas ni ses soupirs. Étonnamment, il y avait quelques aspects positifs chez elle. Elle était méticuleuse dans son pliage et ne faisait jamais de désordre. 2 fois, elle a réorganisé mon étagère à épices par ordre alphabétique. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle avait réorganisé d'autres aspects de ma vie aussi. Soudain, mes outils étaient à leur place et mes livres étaient rangés selon leur complexité thématique. Il y avait de l'ordre dans le chaos, mais pas dans un sens dominateur, plutôt comme si elle était impuissante à se retenir. Nous avions des règles, ou plutôt, elle avait des règles. Nous devions nous abstenir de toucher, de parler de reproduction, de perturber ses cycles de sommeil, d'éclats émotionnels et de toute démonstration rudimentaire d'attraction. L'expérience était semblable à résider dans un monastère avec un modèle extraterrestre. Cependant, cachée derrière son extérieur austère, elle montrait des particularités. La préoccupation de Zéra pour mon grille-pain était singulière, elle l'étudiait religieusement chaque matin comme s'il s'agissait d'une relique d'un pouvoir supérieur. Comme elle le disait, le pain entre comme matière brute et en ressort altéré, brûlé, évolué. En vérité, ce n'est que du pain grillé. En plus de son nouvel intérêt pour la musique, qu'elle avait initialement rejeté comme inefficace, je la trouvais parfois tard dans la nuit à écouter de vieux disques de jazz, ses doigts tressaillant au rythme de la ligne de basse, elle ne dansait jamais, mais elle écoutait attentivement. Une fois, je l'ai surprise en train de fredonner. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte et j'ai dit, « Tu t'améliores ». Elle a rougi de bleu, donnant l'impression qu'une onde de saphir doux scintillait à travers son cou. J'ai appris plus tard que c'était sa façon d'exprimer un rougissement. Ses règles étaient toujours là, mais les lignes devenaient plus floues. Partager le lit était un vrai casse-tête. Elle était allongée sur le bord du matelas, les bras croisés sur la poitrine comme si elle s'attendait à être enterrée. J'ai essayé de respecter son espace, même si le lit était minuscule et que je me réveillais avec les jambes pendantes au bord. Mais de temps en temps, je sentais son mouvement dans la nuit. Elle a cessé de dormir près du bord, et une nuit elle m'a demandé pourquoi je souriais dans mon sommeil. Je ne sais pas. C'était comme une marée qu'elle ne pouvait pas contrôler, juste un pouce plus près, puis un autre. Aucun de nous n'en a parlé. Peut-être que je fais un rêve agréable. Les rêves, dit-elle encore, presque comme si elle appréciait la phrase, nous essayons de les cacher. Elle s'est tournée pour me regarder, ses yeux légèrement illuminés dans l'obscurité. Tu rêves de moi, demanda-t-elle. C'est triste. Les rêves sont la meilleure partie du sommeil. Elle a maintenu son expression, mais sa voix avait une pointe, une vulnérabilité aussi tranchante que du verre. J'ai répondu honnêtement, en disant que je pense à vous deux quand je suis éveillée et quand je ne le suis pas. Je me figeai. Elle est restée silencieuse, me fixant pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de finalement se détourner sans revenir à son côté. Le lendemain matin, elle a préparé 2 tranches de pain grillé, une pour chacun de nous dans un effort pour briser le silence. Au bout de la 3e semaine, l'ambassade vérifiait quotidiennement, s'enquérant de son adaptation et de toute irrégularité notable. Je les ai assurés qu'elle s'adaptait bien, mais j'ai omis le fait qu'elle avait commencé à poser des questions comme « Que signifie manquer quelqu'un, et pourquoi les gens pleurent-ils quand ils sont heureux ?» Et « La confiance en soi, qu'est-ce que c'est ?»
J'ai caché le fait qu'elle me surveillait pendant que je lisais et imitais mes mouvements de serrage de mâchoire quand je réfléchissais. De manière inattendue, elle a dit quelque chose après que j'ai répondu « Oui, je le ferai ». Je me suis abstenue de leur parler de sa persistance à la porte lorsque je quittais la maison et de sa question « Me parlerais-tu encore si je ne t'étais pas assigné ?» qu'elle a posé dans le silence relatif de la soirée. Je n'apprécie plus le terme « mission ». Zéréa ne s'ajustait pas simplement, elle se dénouait lentement et doucement, non pas de manière négative, mais d'une manière qui indiquait qu'elle commençait à ressentir. Cela la perturbait, et cela me perturbait aussi, les frontières s'estompaient, les règles n'étaient plus strictes, et la femme qui avait été castée dans le rôle d'une mariée céleste comique commençait à me regarder comme si elle voulait rester. J'ai commencé à remarquer les changements avant elle. Ils n'étaient pas dramatiques, comme dans une comédie romantique où l'héroïne tombe soudainement amoureuse après une coupe de cheveux. Non, Zéra était trop sérieuse pour cela, mais son corps ou peut-être ses instincts la trahissaient. Les changements ont commencé par la couleur de ses cheveux. Je me suis rendu compte dès le début que sa peau réagissait à des états internes, de minuscules pulsations bioluminescentes, à peine visibles dans la faible lumière, pulsaient à travers sa peau. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon à manger de la soupe, son idée de temps de partage de la nourriture, j'ai fait une blague stupide sur les chats de la terre étant l'espèce dominante et nous jouant simplement un rôle. Elle m'a d'abord regardé avec un air vide, mais ensuite, sous ses pommettes, un léger éclat violet a scintillé comme un battement de cœur. Je suis resté silencieux. Ensuite, j'ai remarqué qu'elle était fixée sur son reflet dans le miroir, comme si elle examinait un dysfonctionnement. Le lendemain, elle a évité toute discussion directe. Pour quelqu'un avec une formation en logique et en protocole, je ne peux qu'imaginer à quel point il devait être horrifiant pour son corps de la trahir de cette manière, mais cela persistait. Nous finissions par parler de sujets insignifiants, comme nos odeurs préférées, la raison pour laquelle les humains dorment avec des oreillers, ou la valeur stratégique des crêpes. Sa voix, habituellement clinique et concise, commença à s'adoucir, et elle commença à utiliser des contractions, mais cela persistait. Elle portait des cols hauts, laissa ses cheveux tomber en avant, et gardait les lumières vives, mais c'était toujours là. Comme si sa peau vibrait dans une langue qu'elle ne comprenait pas, le petit pouls de lumière le long de sa clavicule persistait. Une seule fois, j'ai aperçu un sourire, un léger mouvement au coin de sa bouche alors que je trébuchais sur une chaise et marmonnais quelque chose sur les meubles qui essayaient de m'attaquer. Elle a toussé pour le couvrir, ce qui était hilarant parce que je ne l'avais jamais vu tousser auparavant. « Est-ce que tu es en panne ?» dit-elle. En disant cela, je taquinais. « Je m'adapte », répondit-elle presque trop rapidement. Cependant, cette nuit-là, ses mains étaient un peu plus insistantes en me passant une tasse. Et quand je l'ai frôlée dans le couloir, elle ne s'est pas éloignée comme d'habitude. De plus, son odeur était différente. Zéra ne portait pas de parfum, et son peuple n'avait pas d'odeur corporelle naturelle, contrairement aux humains. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Je lui ai demandé une nuit, « Émettez-vous une odeur ?» et j'ai réalisé que c'était quelque chose de subtil et de doux, pas floral ou trop floral, plus ambiant, comme l'ozone après une tempête. Elle recula avec surprise, ses pupilles se rétrécissant comme si j'avais activé une sorte de mécanisme de défense. « Pourquoi demandes-tu » demandai-je. « Parce que dernièrement, tu sens l'orage. » Elle cligna des yeux, ses joues scintillant légèrement de rose cette fois-ci. Crois-moi, c'était totalement involontaire. C'est une conséquence naturelle des réactions de nos corps, cela va se stabiliser. Est-ce une façon agréable de le dire ? Elle est restée silencieuse puis a quitté la pièce, mais plus tard dans la nuit, elle s'est assise silencieusement sur le canapé à côté de moi, pas de l'autre côté de la pièce, pas sur le bord, mais juste à côté de moi. Nos bras ne se touchaient pas, mais il n'y avait plus de séparation physique entre nous. Un long silence suivit jusqu'à ce qu'elle parle enfin d'une voix basse, « Mon peuple ne ressent pas les choses comme le vôtre. Les émotions d'une personne sont stigmatisées comme un signe de faiblesse et de honte. Mon manque de connexion a été un facteur décisif dans le choix de ma tâche. La raison en est qu'il pensait que cela n'aurait aucun impact sur moi. Je suis resté silencieux. Mon corps est resté immobile. Pourtant, elle a mentionné que quelque chose est en train de changer. Pire encore, je n'ai aucune idée de comment le défaire. En me tournant vers elle, je me suis déplacé avec précaution.
Peut-être que c'est inutile. Son regard s'est posé sur moi. Est-ce vrai? Elle a regardé. Ses yeux trahissaient son anxiété. Elle a peur d'elle-même, pas de moi. La terreur de sa propre transformation. Bien sûr, j'aurais pu le faire. Je pensais qu'elle pourrait s'enfuir si je tendais la main et la touchais trop tôt, alors je me suis abstenue de dire quoi que ce soit de fleurs bleues, poétique ou trop romantique. Elle avait peur que cela ne valide ses craintes, non pas parce qu'elle ne le désirait pas. Que le mariage sans signification, la liaison éphémère, celle qui n'était jamais censée être significative, commençait à prendre un poids significatif. Au lieu de cela, je lui ai dit, c'est normal de ressentir même si cela te fait peur. Elle est restée silencieuse, mais je pouvais voir qu'elle avait peur. Elle a finalement reposé sa tête sur mon épaule alors que nous étions assis là jusqu'à ce que la lune traverse le ciel et que la température baisse. Attends une seconde. Il n'y a pas de règle, pas de mots. Chaleur. Enfermée dans un corps céleste, une femme illuminée par l'acier et les étoiles trouve du réconfort dans la chair d'un amant indigne. De plus, je restai immobile. Je lui permis de rester. Les trous dans son raisonnement n'étaient pas des échecs, après tout. Pour elle, il représentait le début de la plénitude. Un temps imprévisible a amené la tempête. Alors que je travaillais sous l'évier pour réparer une fuite, le premier grondement de tonnerre fit trembler la vaisselle. Il y eut un éclat de lumière. Avant de s'éteindre définitivement. Finalement, le doux bourdonnement des bouches d'aération s'est éteint. J'ai éteint le chauffage. Une étrange immobilité enveloppait la pièce. Ayant été trempé par le tuyau et maintenant tremblant de froid croissant, je me suis glissé dehors. Comme si elle était en colère contre le monde, le vent hurlait contre les fenêtres. Elle était juste là quand j'ai levé les yeux. Dans le couloir, Zéra se tenait là, sa respiration pulsant en synchronie avec les traînées bioluminescentes qui illuminaient sa peau d'une subtile lueur vert argenté. Quelque chose chez elle avait changé. Ses cheveux étaient en désordre. Elle détendit son regard. La poussière est tombée, dit-elle. À quoi je répondis, ouais, en frottant mes paumes l'une contre l'autre, les systèmes terrestres sont fragiles. Fragile mais têtu, c'est un peu notre truc. Je me suis battue pour trouver une lampe de poche et j'ai attrapé la trousse de secours. J'ai remarqué ses bras serrés autour d'elle alors qu'elle s'approchait de moi, c'était quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Bien qu'elle ne tremblât pas, elle semblait mal à l'aise. Tu as froid? Je me suis renseignée. Je ne suis pas censée être sensible à la chaleur ou au froid, dit-elle mécaniquement. Son geste de s'enlacer elle-même, cependant, suggérait le contraire. La nuit serait longue, ai-je averti. Obscurité et froideur. Elle hésita, suggérant que nous devrions rester prêts. Pour rester au chaud. J'ai répondu, avec un petit sourire sur mon visage, que c'était une des raisons. Peut-être que c'est aussi pour éviter que tu ne te dissipes comme un fantôme scintillant. Elle m'a jeté un coup d'œil, ce qui m'a pris au dépourvu. Son expression la plus amusante et éclatante jusqu'à présent. Notre groupe a allumé 2 bougies. J'ai récupéré une couverture en peluche dans le placard à manteau dans le couloir et je l'ai étendue. Servie avec une femme de chambre. Quelqu'un les avait convoqués. On me recherchait. Un avion gouvernemental m'a emmené vers une installation de débriefing hors de la planète pendant que mes yeux étaient couverts et ma voix étouffée. Des lumières d'interrogatoire et des barrières métalliques étaient ce à quoi je m'attendais. Une lumière bleue et une énergie nerveuse bourdonnaient autour de moi alors que j'entrais dans une autre pièce. Zéra se tenait droite au milieu de la pièce, entourée d'autres semblables à elle. Son teint était plus pâle que la normale, et son expression était incompréhensible. Ce n'est qu'après cela que je l'ai vue. Une subtile lumière dorée émanant de son nombril. Assez lourd. La vie. Un bébé était en route. Les mots m'ont étouffé, mais leur signification a frappé comme la foudre. Attendre un enfant à moi. Un membre du conseil s'est levé, son attitude plus humble que je ne l'avais anticipé. Le tournant des événements était inattendu, a-t-il déclaré. L'idée de la fécondation interespèce a été rejetée. Sura me regarda directement. Elle chuchota, je ne sais pas. Ils pensaient que c'était un cas isolé et entreprirent des expériences pour le confirmer.
C'est alors qu'ils ont posé les yeux sur l'embryon. C'est faisable. Mélange d'humain et d'aérien. Je me suis approchée. Ça va? En ce moment, oui. Son discours était haché. Soudain, l'air de supériorité du conseil disparut. Non, il ne l'avait pas envoyée uniquement pour la taquiner. Elle avait été envoyée comme une paria, une étrangère. Elle était revenue avec des preuves que leur supposition était incorrecte. La capacité d'aimer, de se rapprocher et d'éprouver des émotions était une force, pas une faiblesse. Je continuai, que se passe-t-il maintenant, d'un ton de voix ferme. Un mouvement se produisit dans la pièce. Alors que certains parlaient de recherche et de secret, d'autres râlaient à propos de confinement. Pourtant, Zéra gardait la tête haute. Sa déclaration était qu'elle ne serait pas l'objet d'une enquête. Cet enfant n'est pas un sujet de test. Au milieu de ceux qui peuvent ressentir, il ou elle naîtra. Pour la première fois devant son peuple, elle m'a laissé tendre la main et toucher sa main. Avec une prise ferme, elle saisit ma main. Même le conseil est resté silencieux face à un geste aussi humain et rebelle. Elle a annoncé son choix. C'est lui mon choix. Puis ça m'a frappé, ce n'était pas simplement une question biologique. Tout était une question de revanche pour elle. Personne n'a prévu le résultat inattendu qu'était notre enfant. Leurs expressions de distance arrogante et de certitude glaciale resteront gravées en moi pour toujours. Quand Zéra a saisi ma main et affirmé son choix, tout s'est effondré. Nous décidons. Leur raisonnement était sur le point de s'effondrer. Des entités qui avaient établi toute une civilisation basée sur la domination, la science sans émotion, l'efficacité et la perfection impersonnelle étaient ces entités. Ils se moquaient de l'ardeur et désapprouvaient l'inclination. Dans les laboratoires, ils ont programmé leur progéniture pour qu'elle soit comme des machines. L'amour était une erreur. La maladie était l'attachement. Le premier enfant hybride de l'histoire interespèce a été porté par leur propre mariée plaisante, qui brillait doucement de vitalité. Leur embarras était atténué. Cela s'enfonça profondément, mesurément. Sous le prétexte de la diplomatie, ils avaient envoyé Zéréa sur Terre comme une affront, une punition vêtue de robe de soie. Ils ne comprenaient pas comment elle était revenue maintenant liée, adorée, enceinte plutôt que brisée ou amère. Un conseiller a demandé d'une voix autoritaire, « Que suggérez-vous » Lorsqu'on lui a demandé si elle comptait le soulever parmi les gens, Zéra s'est redressée. Oui, je l'élèverai dans un monde où les émotions ne sont pas craintes, où l'amour n'est pas une faiblesse. L'atmosphère se tendit. Une seconde femme allurane, plus jeune et plus agressive, s'avança. La curiosité teintait sa voix forte. Cet enfant sera-t-il capable de se débrouiller seul ? Avec un air calme, Zéréa lui fit face. Comparé à ce conseil, il est déjà plus stable. Mon cœur s'est enfoncé. Je pouvais sentir les ondulations se répandre dans toute la pièce, la base qu'il croyait incassable commençant à s'effondrer, même si personne ne disait rien. La grossesse n'était pas le seul facteur. C'était cela son sens. Que peut-être, juste peut-être, leur capacité à contrôler leurs émotions n'était pas un signe de force. Mais peut-être que les gens qu'ils méprisaient, les humains, manquaient de quelque chose. Connexion. Est-ce qu'ils t'aiment ? Questionna une autre personne, son regard fixé sur moi comme si j'étais un spécimen. Oui, répondis-je sans réfléchir. Ouais, dit Zéré, sa prise sur ma main devenant encore plus ferme. Même face à la critique, Zéréa ne montrait aucune peur, ils étaient désemparés face à ces vérités sentiments d'affection et de dévotion inébranlables. Elle se leva et s'adressa à toute la salle en disant, « Vous m'avez banni pour vous moquer de moi. Vous m'avez critiqué. Vous pensiez que cette tâche montrerait à quel point je suis vide. Mais cela a juste prouvé que vous êtes plus important que moi. J'ai découvert un but au-delà de votre contrôle, une raison de ressentir, et je refuse de l'abandonner, ni Mason, ni notre enfant. » Tout le monde dans la salle se tut. C'était la première fois dans l'histoire que quelqu'un avait ouvertement défié leurs conseils, non par rébellion, mais par amour, et personne n'osait interrompre ou même bouger de leur siège. Graduellement, les observateurs quittèrent la chambre, admettant silencieusement qu'ils n'avaient plus rien à dire, ni exilés ni ordonnés à partir. Parmi tous, seul le plus âgé et le plus usé se leva de sa chaise d'obsidienne.
Il descendit silencieusement les marches, s'approchant de nous tel un spectre d'une époque révolue, puis il fit quelque chose que personne ne l'avait jamais vu faire auparavant, il baissa la tête et dit, bas, respectueux. Il murmura pour lui-même plutôt que pour nous, je me souviens de ce que nous étions. Avant que nous ne nous stérilisions, il regarda Zéréa avec respect plutôt qu'avec honte. Tu nous rappelles, me dit-il, avant de se retourner pour partir. Et avec cela, le conseil se leva. Pas de jugement, pas de représailles, pas de conflit, juste du calme et des répercussions. Nous avons regagné le vaisseau, main dans la main, à travers des corridors argentés et des ascenseurs antigravité. La maison ne signifiait plus la terre ou Alora, elle signifiait elle. La maison était le contact de ses doigts contre les miens. Cela signifiait que sa tête reposait contre mon épaule alors que nous descendions. Depuis le moment où notre vaisseau a touché le sol terrestre à nouveau, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas la gravité, mais le soulagement. L'air sentait des choses familières, imparfaites, réelles comme le béton imbibé de pluie et le pain chaud. C'était la lueur fugace de la vie entre nous, une vie qu'ils n'avaient pas attendue et un amour qu'ils n'avaient pas vu venir. Leurs visages, autrefois amusés, étaient maintenant remplis de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas admettre à voix haute, l'émerveillement. Zéra n'a pas prononcé un mot pendant que nous rentrions chez moi, se concentrant plutôt sur l'horizon, les arbres et les villes qui défilaient, comme si elles étaient des souvenirs qu'elle craignait de perdre. Elle portait non seulement elle-même mais aussi la vie qui grandissait silencieusement en elle. Je savais alors que cette planète ne semblerait plus jamais ordinaire. Alors que nous approchions de la maison, je lui tenais la porte ouverte. Elle est entrée lentement, comme si chaque objet murmurait son nom. Je l'ai regardée alors qu'elle posait doucement une main sur son ventre et enroulait l'autre contre la fenêtre. Elle semblait plus douce, pas fragile, mais libre. Il n'y avait pas de garde, pas de couloir froid, et pas de conseiller sur notre dos, c'était juste nous deux. Tout était différent maintenant. Elle s'est agenouillée et a touché le tapis, l'interrupteur et le canapé comme si c'était un vieil ami. Ça me manque, murmura-t-elle. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris 2 tasses et j'ai versé du thé pour nous deux. Elle a demandé la sienne avec du miel, quelque chose qu'elle avait autrefois considéré comme une sécrétion de sucre inutile, mais maintenant elle le demandait sans hésitation. Assise à la table, les doigts enroulés autour de la tasse chaude, elle expliqua que cet endroit est loin d'être parfait. Vos systèmes tombent souvent en panne. Les murs font des bruits étranges. Il y a de la poussière dans les coins que vous ne nettoyez jamais. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en coin et de lui donner le bénéfice du doute, mais elle ajouta doucement qu'elle choisirait toujours ce chaos plutôt que leur contrôle. Mon cœur battait avec une intensité que j'étais honteux d'admettre. Tu l'as déjà fait, dis-je. Ses yeux brillaient d'émotion plutôt que de lumière, et elle me regarda avec un sourire. Cette nuit-là, nous avons évité de parler directement du bébé, mais tout ce que nous faisions était pour lui. Avec la précision d'un designer de station spatiale, elle a transformé la chambre d'amis en nurserie. Nous avons décidé de l'appeler Calicie, c'était court, fort, et ça sonnait comme l'espoir. Elle lisait des manuels de parentalité de la Terre, faisait de longues listes, et parfois fronçait les sourcils lorsque la biologie humaine contredisait ses attentes. Elle lui a même donné un nom, ou ce qui équivalait à un nom dans sa langue, le pont entre les tempêtes. Mais surtout, nous nous sommes choisis. Ce n'était ni pour la science, ni pour la diplomatie, ni pour les étoiles, c'était juste parce que nous voulions qu'elle reste avec moi en tant qu'égale et épouse. Elle prit ma main un soir alors que nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel de feu, la posa doucement sur son ventre, et murmura, « Alors construisons un avenir. » Elle ne répondit pas tout de suite, c'était juste sa façon d'être. Non pas par la raison, mais par amour. Nous avons échangé nos vœux dans le jardin derrière mon atelier. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de faste ni de cérémonie, juste nous deux. Elle portait un simple châle argenté, ses cheveux ondulés, et je portais une chemise qu'elle avait un jour qualifiée de fouillis esthétique. Le temps était magnifique, le soleil brillait, et elle m'a embrassé lentement et délibérément, comme si elle s'attachait à cette terre. Je crois que c'était le cas. Plus tard dans la nuit, elle s'est blottie à mes côtés, le dos contre ma poitrine, et pour la première fois, elle s'est endormie en souriant. Ce n'était pas parce qu'elle était en sécurité, mais parce qu'elle était chez elle. Les jours qui suivirent furent des miracles silencieux,
elle ne riait toujours pas facilement, elle rangeait toujours le garde-manger par ordre alphabétique, et elle me faisait toujours la leçon sur le fait de ne pas mettre les chaussettes par terre. Nous sommes passés d'étrangers à partenaires, puis à amants, puis à famille, non par assignation, non par accident, mais par choix. La nuit où Cal est né, le ciel s'est ouvert avec des étoiles. De temps en temps, cependant, dans le calme du matin ou le calme de minuit, elle mettait son front contre le mien et disait « Je ressens plus ». Et je comprenais. Zéréa a commencé à accoucher au crépuscule. Aussi calme que jamais, elle chronométrait chaque contraction avec la précision d'un ingénieur de vol. Alors que je paniquais si complètement que je mettais les 2 chaussettes sur le même pied et essayais de réchauffer une serviette dans le frigo. Elle a ri. Il n'y avait pas de tempête, pas de chaos, juste un ciel clair et infini s'étendant au-dessus de notre petite maison terrestre. Kyle est arrivé peu après minuit. Nous étions dans notre chambre, éclairés seulement par la lumière des bougies, avec Sera respirant à travers la douleur pendant que je murmurais encore et encore « Tu fais un travail incroyable ». Elle a taquiné « Tu es en panne » avec de la sueur brillant sur son front. Je lui tenais la main alors qu'une nouvelle contraction arrivait, haletant pour reprendre mon souffle. Je ne suis pas livrée avec un mode d'emploi. Elle est vraiment très forte. Elle le serra contre sa poitrine et un kaléidoscope de couleurs apparut sur sa peau dorée, violet et bleu doux, comme si une galaxie était en train de naître. Malgré son visage rouge et épuisé, elle regardait avec émerveillement la petite vie dans ses bras, un émerveillement que je n'avais jamais vu auparavant. « Il est parfait, murmurai-je, et Zéra hocha la tête. « Il est à nous. » Kyle, petite, hospitalière et étrangement vigilante, avait de grands yeux curieux qui contenaient quelque chose à la fois ancien et nouveau. Il s'abstint de pleurer, étudiant plutôt son environnement avec le clignement d'un esprit tentant de comprendre le monde miraculeux dans lequel il venait de naître. Le lendemain, une délégation non annoncée d'Aluran est arrivée sans frapper. Soudain, j'ai été surpris lorsqu'un aéroglisseur bourdonnant a atterri derrière notre maison. Je pensais qu'il venait pour l'arrêter, le cataloguer ou le revendiquer. Cependant, au lieu d'apporter des scanners ou des exigences, ils ont apporté des fleurs, un geste qui semble avoir été oublié dans leur culture mais qui était autrefois utilisé lors des naissances et des courtoisies. « Cet enfant pourrait tout changer, dit-il. »« Il l'a déjà fait, répondit-elle. » Ils ne sont pas restés longtemps, juste assez pour être témoins, reconnaître et admettre. Avec Kyle blotti contre sa poitrine, Zéra se tenait devant eux sans peur ni hésitation. Le plus ancien des envoyés s'inclina profondément, tout comme celui qui nous avait autrefois reconnus en silence. Zéréa a commencé à enregistrer les progrès de Kyle dans un vieux journal en cuir qu'elle insistait à dire primitif mais charmant. Elle lui chantait dans 2 langues, la mienne et la sienne. Sa voix, qui avait été froide et calculée auparavant, portait maintenant de la chaleur. Il n'y avait ni promesse, ni menace, juste de la compréhension. Notre monde a changé de petites mais merveilleuses manières dans les semaines qui ont suivi. Elle continuait de briller chaque fois qu'elle le touchait, même après que cela se soit brisé. Sa peau scintillait doucement, sa bioluminescence activée par l'amour. L'éclat qui l'avait gêné auparavant pulsait maintenant fièrement chaque fois que Cal lui tenait la main. J'ai fabriqué un mobile à partir de rouages et de fils de fer récupérés pour le suspendre au-dessus de son berceau. Et quand Zara l'a vu, elle l'a orné d'un cristal de son monde natal, une gemme bleue douce qui vibrait subtilement d'énergie et a murmuré « Il marchera entre 2 mondes. Laisse-le voir la beauté dans les 2. » Nous avons fait de longues promenades dans les bois, lui avons montré la pluie, lui avons donné des fraises à goûter, et avons regardé alors qu'il tendait la main vers le ciel, comme s'il reconnaissait quelque chose qui l'attendait, peut-être l'a-t-il fait. Nous n'étions pas une famille ordinaire, mais nous étions celle de Zéra. Alors qu'elle dormait sur le porche avec Kyle, les étoiles au-dessus scintillant comme de vieux amis, je ne pouvais m'empêcher de repenser à comment tout avait commencé. Un mariage de plaisanterie, un lien accidentel, un extraterrestre abandonné, une blague. Mais la terre était notre maison, et l'amour était la langue que nous lui avons enseignée en premier. Cependant, leur intention initiale s'est transformée en quelque chose de sacré. Elle n'a jamais été une blague, elle était mon miracle. Kyle, en revanche, a prouvé que parfois l'univers fait délibérément les choses mal pour vous offrir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles.